Bonjour et bienvenue dans ce 89e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 8 février 2022. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et de plein d'autres amis sur Teams que vous voyez pour certains à l'instant. Pour ceux qui veulent d'ailleurs être prévenus lorsqu'on enregistre un épisode, venez vous inscrire sur devaps.ms, c'est gratuit et vous recevez globalement un email de temps en temps, une fois par mois à peu près, une fois tous les 15 jours, avec la date et l'heure précise du prochain enregistrement. Ma femme, elle s'est inscrite du coup, vu qu'on parlait de diamants, elle s'est dit « Ah, c'est intéressant !» Et elle est là? Bah oui. Non? Elle va pouvoir suivre ça, elle pourra poser ses questions, c'est bien. Ah ouais. Oui, parce que tu parles de diamants, justement. Donc aujourd'hui, on a un invité qui est Marc Kruzik, si je prononce bien ton nom, qui va venir nous parler de jeux vidéo, de C#. Alors, je vais te laisser te présenter, mais en résumé, si j'ai bien compris, tu es un ancien développeur de jeux vidéo et maintenant tu développes en C#. Et donne-nous un peu plus d'infos sur toi avant de passer à la présentation. En fait, c'est Nudge. Avec ça, j'ai d'ailleurs un petit slide qui permet de voir ça. Vas-y, partage. Et je vais partager mon écran. Donc voilà, donc ça c'est l'écran de présentation. Donc tout de suite après, j'ai le slide où je me présente un peu. Donc en effet, je suis un ancien développeur de jeux, j'ai développé pendant une quinzaine d'années. Et surtout, Quoi comme jeu? J'ai bossé sur un ou deux productions pour d'autres studios qui n'ont jamais été sortis. Merde. Et sinon, j'ai bossé sur mon propre jeu qui s'appelle God is a Cube, Dieu est un cube, qui est un jeu de programmation de RoboCube. Il est disponible sur Steam. Ah, tu as toujours aimé les briques, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai aimé les briques, les cubes. Et d'ailleurs, mon jeu God is a Cube était à la base je voulais faire un mode pour Minecraft avec des châteaux qui se construisent tout seuls. Et donc, j'ai fait des cubes avec tout un système, tout un langage qui permet de les contrôler. Excellent. C'est ça. Avec Unity que tu fais tout ça alors? Tout ça avec Unity. Ouais. Parce que donc, d'ailleurs, je crois que j'en parle après. Voilà, donc j'ai fait du Unity, un peu de réalité virtuelle, un peu de réalité augmentée, dans plein de secteurs, tech, EduTech, FinTech, plein de trucs en tech. Donc en gros, moi, j'étais principalement avec du Unity. Et après, je me suis dit, c'est sympa de faire des jeux, mais est-ce qu'on peut utiliser des technos du jeu en dehors du jeu? C'est là que je me suis retrouvé à faire travailler, par exemple, sur des formations en réalité virtuelle, des choses comme ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, autant continuer sur du C#. Et donc, je suis devenu consultant. Et là, je viens de faire 1 an de mission dans une grosse banque française, en C#. Ah ouais. Ça doit changer du jeu vidéo, ça, non? Ouais, ça change, mais comme je suis créateur outil, ça me plaît bien. Et Ouais. d'ailleurs, là, j'arrive à la fin de ma mission, parce que c'était une mission courte. Et donc, je suis à la recherche d'un nouvel emploi en C#. Donc, Vas-y, n'hésitez pas, si profite-en. vous êtes convaincu par ma Ah bah, il y a Mitch, présentation. justement, qui cherche des gens, là. Sur quelle région tu cherches? Je suis à Paris. Donc, généralement, les opportunités sont soit Ouais, moi, au ça Paris m'intéresse, hein. Centre, la Mais ouais. Défense. Tu connais pas Salensa, ceux qui font des chaussures, là? Potentiellement, je me trompe tout tout le ce qui est temps. back-end et tout. Ouais. On se parle après. D'accord. Et tu fais aussi, t'as travaillé aussi sur les datas? Ouais, c'est ça, j'ai fait du forex. Et en gros, généralement, mes responsabilités, c'est de faire de trouver le plus rapidement possible les données manquantes ou corrompues. Donc, dans des gros jeux de données, c'est trouver l'aiguille dans la botte de foin. Et c'est un peu, et comme je voulais le mettre en place au boulot, mais que j'ai pas tous les outils qu'il fallait, j'ai commencé un petit projet perso pour trouver une aiguille dans une botte de foin dans Minecraft. Parce qu'en gros, Minecraft, finalement, c'est une grosse grille en 3D. Et bon, je vais expliquer tout ça et comment trouver justement cette petite aiguille, c'est-à-dire le fameux diamant. T'es arrivé à vendre ce projet-là à ton patron, toi? Alors, je vais peut-être faire quelques références à ce que j'ai fait dans mon vrai boulot. Dans mon vrai boulot, ça a plus été avec le C# Visual Studio et limite un tout petit peu de Notebook. Et là, justement, je vais montrer aujourd'hui ce qu'on peut faire vraiment avec Notebook, particulièrement quand on veut télécharger les extensions qu'on veut ou les nuggets qu'on veut. Parce qu'évidemment, avec le firewall du boulot, c'est pas toujours possible. Et donc, mais ça, c'est un projet perso, hein. J'ai pas fait de Minecraft au boulot, malheureusement. Tu vas parler de Notebook, tu vas parler de data science, mais tu peux faire une parenthèse sur ça exactement? Je connais pas du tout moi Notebook, par exemple, tu vois? Et ça, justement, alors, je vais parler un peu de tout.
Alors, c'est une présentation qui sert aussi d'introduction, donc je résume un peu tout, y compris Minecraft, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Minecraft, comme on dit, c'est un jeu avec plein de briques en 3D. Vous voyez là, il y a plein de cubes à l'écran. Grosso modo, c'est un peu comme les Lego, c'est-à-dire qu'on Mhm. prend un cube quelque part et on le met ailleurs pour construire généralement des châteaux, des maisons, des ponts, des villes entières. Et la principale mécanique du jeu pour aller chercher des briques quelque part, c'est de les piocher. Donc, en fait, généralement, on creuse une mine, d'où le nom d'ailleurs de Minecraft, hein. Et donc, avec une pioche, on va taper sur des cubes, on casse les cubes, et après, une fois qu'on a récupéré les cubes, on peut les poser ailleurs. Alors, tout le principe, justement, c'est de fabriquer donc aussi des pioches avec différents cubes. Par exemple, avec un cube de bois, on peut fabriquer une pioche en bois. Mais c'est pas terrible comme pioche, il vaut mieux la fabriquer avec des matières plus précieuses, comme on peut les fabriquer en pierre, en métal, mais l'une des substances les plus précieuses, c'est le diamant, parce qu'avec le diamant, on fabrique une pioche en diamant. Alors c'est pas très crédible d'un point de vue scientifique, mais par contre, voilà, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que dans Minecraft, on peut trouver des diamants. Avec les diamants, on fabrique des pioches en diamant. Avec les pioches en diamant, on va aller chercher encore plus de diamants. Parce que c'est généralement à ça que passent beaucoup de temps les gens dans le jeu. Mais en fait, on peut passer des heures et des heures, puis on est content, on a trouvé un diamant. Puis en fait, Ouais. après, bah, c'est tout. On vient de passer 3 heures à chercher un diamant et on est super content, en fait. C'est un truc de fou quand même. C'est con quand même, hein, je veux le dire, hein. Mais Ouais, il y a certaines règles où se trouvent ces diamants, je veux dire, il faut quoi? Il faut aller le plus profond possible ou près ouais. d'une certaine... Ouais, c'est ça? Généralement, ils sont assez profondément sous la surface et ça tombe bien parce que, tout le principe de ma présentation, c'est de, créer des représentations visuelles et donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça avec des représentations visuelles. Donc en gros, comment trouver des diamants dans Minecraft, dans un monde de Minecraft? Ça, par exemple, c'est une, carte, de Minecraft que j'ai, téléchargée sur un site. Comme ça, je l'ai téléchargée parce qu'il y a une petite créature rigolote au milieu de l'eau, qui avait été fabriquée. Mais en gros, Minecraft, c'est un monde qui se fabrique au fur et à mesure qu'on l'explore. Donc, comme là, je voulais pas explorer tout un monde, bah, j'en ai récupéré un existant et donc j'ai commencé à le visualiser avec différents logiciels. Par exemple, il y a Overviewer, c'est un logiciel qui permet de visualiser un monde en 3D isométrique. Donc, par exemple, vous avez en ce moment une sauvegarde de Minecraft sur votre ordinateur, bah, vous installez Overviewer et vous pouvez visualiser votre monde en 3D isométrique. Donc, par exemple, si vous avez fabriqué une maison, une petite ville, un château fort, bah, il y a moyen de la regarder comme ça. Et dans quel but? Bah, dans le but de voir ta construction en y passant encore plus de temps. Ouais, C'est un peu comme quand d'accord. tu as fabriqué une maquette. Tu as les gens qui fabriquent la maquette, tu as les gens qui la prennent en photo, tu as les gens qui la montrent sur les réseaux sociaux, et cetera. Non, mais Et tu en fait, pourrais ouvrir ouais, je veux Minecraft, dire, quoi. Ouais, 3D bien sûr, isométrique. tu peux ouvrir Minecraft pour voir la vue à la première personne. Mais imagine que tu as fait, là je montre par exemple un autre logiciel qui s'appelle Unmind. Tu regardes ça à vol d'oiseau, donc tu as Ouais. vraiment Mhm. une vue de dessus. Et ça, c'est par exemple pour les gens qui ont construit une ville ou qui ont construit pas mal de champs de construction qui s'étendent sur des centaines de mètres. Ça permet à vue d'oiseau d'avoir tout un plan de ce que tu as fabriqué ou d'une Hmm. vue du ciel. Mais ouais, c'est aussi pour flatter ton ego, hein. T'as d'autres vues avec ce genre de logiciel que ce que tu peux retrouver dans Minecraft, alors? Ouais, donc, mais par contre, là, c'est des logiciels qui font littéralement ce que je montre, hein, c'est-à-dire vue en 3D ISO, vue de dessus, c'est 2 logiciels séparés. Mhm. Et il y a un Ouais. troisième logiciel qui s'appelle NBT Explorer. Là, tu même pas de visualisation en tant que telle, tu peux juste parcourir les données en Et ayant c'est accès à des coordonnées X, Y, Z de différents éléments. c'est des logiciels qui sont assez, faciles de prise en main ou alors faut être barbu? C'est relativement facile à prendre en main. Il y a aussi des options en ligne de commande. Ah ouais, L'un des forcément. principaux buts, c'est d'être utilisé par des, gens qui tiennent un serveur Minecraft et qui veulent pouvoir générer des rendus visuels. Par OK, ouais. exemple, tu as une communauté de gens qui jouent sur ton serveur, 5, 10, 50, 100 personnes, qui construisent des choses et ben, tu vas créer des espèces de cartes ou générer des fichiers. Par exemple, la vue en 3D isométrique, tu Mmh. peux générer des fichiers en 3D isométrique et les mettre dans un équivalent de Google Maps, ce qui fait qu'après les gens du serveur, ils ont une espèce de Google Maps pour pouvoir se repérer. Enfin, pas forcément directement en temps réel où ils sont dans le jeu, mais plus, par exemple, d'avoir une vision globale avec une échelle qui peut aller à plusieurs kilomètres de où Énorme. sont les principales villes, où sont les principales constructions, et cetera, et cetera. Ça doit être génial. Donc, alors ça reste des outils. Dès que tu veux faire quelque chose d'un peu complexe, en effet, bah, faut y aller avec, un peu plus d'informations. Mais, pour moi qui justement, qui suis
qui suis un programmeur, je me suis dit que j'allais pouvoir avoir tout ce que je voulais. Donc, j'ai pris mon bond, j'ai sélectionné une région en particulier. Donc une région, ça correspond à un fichier région et c'est en gros l'unité à partir disons qui permet à Minecraft de découper les données. Il fonctionne pas vraiment avec une base de données, c'est beaucoup plus, tu as des fichiers sur le disque qui contiennent les informations et quand tu changes quelque chose dans le jeu, ça édite le fichier. Ah ouais. Donc il y a un format de données qui est assez performant qui permet de faire ça Ah ouais. et Mmh. justement, je me disais qu'avec tout ça, j'étais bien paré et j'allais pouvoir facilement, exporter, la liste des diamants. Sauf que, j'ai commencé à regarder, je me suis dit: «Bah tiens, il y a peut-être un export JSON», mais non. Est-ce Mmh. que je peux faire facilement un export au format brut? Non plus. Je me suis demandé: «Est-ce que pour les données 3D, c'est possible?» Parce que j'avais souvenir que dans les anciennes versions de Minecraft, dans cette grille en 3D, tu avais des ID et par exemple, tu as un ID qui correspond au diamant. Ce qui fait qu'en parcourant les grilles en 3D, il y aurait tout à fait moyen de trouver le diamant. Mais en fait, Mmh. non, ça a Mmh. changé. Et je t'interromps juste 2 secondes. Quand Ouais, tu as ton monde, ta région qui est créée, donc qui est générée, puisque si je comprends bien, c'est Minecraft qui fait la génération de ça de manière, automatique, c'est mais ça. tout est généré en une seule fois? C'est-à-dire dans le fichier, dès le départ, tu as, par Non. exemple, la position de tous les diamants ou ils seraient générés au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure par exemple, au fur et à mesure du temps que tu creuses? C'est généré en fonction de ton point de vue, c'est-à-dire que tu démarres au centre d'un monde, tu Ouais, vois, par exemple, 100 mètres de distance et ça va générer à 100 mètres de distance et quand tu mais vas tout? avancer mais seulement à 100 mètres de distance et ça apparaît au fur et à mesure autour de toi. Ouais, Ce qui c'est fait ça. que d'ailleurs Mais tu peux et d'ailleurs si tu changes la distance de rendu, il va pas générer le monde aussi loin, donc il va générer qu'une partie. ah ouais, OK. Et après quand tu te déplaces et que tu approches d'une région non explorée, il va générer les blocs et il fait ça de façon intelligente, ce qui fait que, tu vois, c'est un seul monde. Entre guillemets, il y a, ils ont d'ailleurs ce qu'ils appellent une seed, donc une graine qui permet, qui sert de base à la génération aléatoire. Ce qui Mmh. fait que même si le monde est généré aléatoirement, il est généré de façon cohérente au fur et à mesure que tu avances dans le monde. Oui, Sauf parce qu'il y a si tu eu as des changé de version de versions où Minecraft entre-temps. je te coupe, il y a eu des versions où d'un seul coup, tu avais des falaises coupées en 2 comme ça, Ouais. directement et ça, c'était un peu Parce moyen que à si tu l'époque. changes, de version de Minecraft, entre 2 moments où tu jettes la sauvegarde, potentiellement, si la génération du monde a changé, oui, il va te générer un nouveau morceau, mais il décide en effet qu'à cet endroit-là, il va y avoir une falaise, donc tu as une falaise coupée en 2. Et Donc d'ailleurs, il y a dû y avoir des trucs assez balèzes au niveau des maps parce que quand il y a eu l'extension de map, un peu plus grande sur la version Xbox en tout cas, je sais pas comment ils ont pu faire sans casser, l'existant, même en dessous, enfin bref, et ouais, c'est compliqué, c'est très mais en compliqué. gros et d'ailleurs quand on regarde des, cartes qui ont été créées par les joueurs sur les serveurs et très souvent on voit des espèces de serpents au milieu de la mer. C'est par exemple un joueur qui a pris un bateau, qui allait très loin et ça a généré uniquement l'océan qui était autour du bateau, au fur et à mesure qu'il se déplace. C'est un peu le genre de truc et pour montrer un peu les données auxquelles je me suis retrouvé, c'est par exemple un nombre comme ça. Alors le nombre, on dirait c'est un nombre qui ressemble absolument à rien, c'est pas un nombre premier ni quoi que ce soit, mais en fait, il faut le découper, il faut le convertir en binaire. Quand on le convertit en binaire et qu'on fait des blocs de, 5 chiffres en Mmh. réalité, ça fait des coordonnées. Enfin, ça fait pas des coordonnées, ça fait des ID Ah et si ouais. on fait passer ça dans un dictionnaire après ça, on sait à quel bloc correspondent ces ID. Attends, ils ont concaténé du binaire pour gagner de la rapidité, de la souplesse et du Ouais, volume? c'est ça. Le Mmh. but, c'est de se dire que le comme beaucoup de jeux en plus de ça, Minecraft sont en ligne, le but, c'est de raccourcir les temps de chargement en diminuant le volume de données et après ça, donc en les «décompactant» entre guillemets. Mmh. Donc pour expliquer d'ailleurs avec un peu plus de détails comment ça fonctionne, en gros, en fonction de la taille du dictionnaire, il détermine le nombre de chiffres. Là, par exemple, il y a suffisamment c'est en puissance de 2, je crois, si je me souviens bien. En gros, quand on a suffisamment d'éléments, c'est par exemple sur 5 chiffres et donc ce qui fait que, on a, 2 puissance, 5, combinaisons possibles avec, 5, alors je dis des chiffres, mais en fait c'est des bits Ouais. et donc on fait, de 0000 jusqu'à 1 et cetera et donc on a un dictionnaire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme c'est compressé et comme ça ils essaient de gagner le maximum de place, ils essaient aussi d'avoir un dictionnaire le plus court possible. Ce qui veut donc dire que les informations changent en fonction du dictionnaire et par exemple, donc il y a pas d'ID précis pour le diamant, ça change en fonction, de la zone dans laquelle on est. Donc il faut accéder au dictionnaire
et il faut décompresser les informations pour voir s'il y a du diamant ou pas, quoi. Quand tu dis décompresser, compresser, c'est du zip? Ou non, c'est simplement, c'est Du pas VAR, seulement de la pardon. décompression, c'est plus, D'accord. entre guillemets, traduire ces grands chiffres. Et en gros, il y a un dictionnaire. Quand tu lis le dictionnaire, tu regardes s'il y a l'identifiant correspondant au diamant. Et si oui, eh ben, tu dois faire toute cette opération de traduction de nombres pour savoir exactement où se trouvent les informations du diamant. Donc oui, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire compliqué même à l'expliquer. Et donc je me suis dit, bah tiens, il faut que j'utilise des notebooks. Alors un notebook, justement, c'est quoi? À la base, c'est ce qu'on appelle les Jupyter Notebooks. Ça fonctionne avec 3 langages principalement qui sont Julia, Python et R. C'est un outil de data science. Et tout le principe, c'est que ce sont des carnets interactifs dans lesquels on peut avoir du code. Là, par exemple, dans le petit GIF animé en haut à droite, je montre un exemple. J'ai une cellule dans laquelle je fais 2 plus 2, je lui demande d'écrire le résultat, il écrit 4. Super. À côté de ça, j'ai par exemple une liste de strings. Je lui dis affiche en gros la marque juste. Automatiquement, il va reconnaître quel type c'est et il va me générer une visualisation. Mhm. Et donc, Mhm. l'avantage, c'est qu'on peut combiner ça. C'est un peu comme un article tutoriel sur le code, sauf que chaque paragraphe de code est exécutable avec un résultat affichable à l'écran. Mais je vais Attends, montrer une attends. démonstration. Tu as Je vais montrer ça en va démonstration. doucement, va doucement. Jupiter, là, tu me dis, c'est en gros une sorte de bloc-notes, mais qui est exécutable. C'est ça. Si tu regardes l'écran à gauche, tu verras Oui, que sur chaque cellule, tu as un résultat. oui. Et donc, tu as des chiffres, tu as des strings, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Mais les Et gens, je vais expliquer ils se comment. servent pour quoi ce truc? À quoi ça Alors, sert? à la base, alors, je le dis tout de suite, hein, à la base, c'est pas pour chercher des diamants sur Minecraft, hein. Non, je me doute. À la base, c'est pour faire des calculs mathématiques. C'est un peu un héritage de LaTeX et tous ces autres systèmes. Ah, Disons que tu peux écrire du Markdown qui te permet d'avoir du texte, et tu peux écrire des formules mathématiques. Après, ils se sont dit, tiens, et si on pouvait exécuter les formules, afficher le résultat, etc., etc. d'accord. Ouais, c'est Et ça. donc, En gros, tu te fais une documentation ouais, mouvante, on va dire, ou dynamique, parce que tu peux exécuter et pas juste voir le contenu à l'écran, quoi. Ouais. tout Ah, à c'est fait. chouette. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que je les explique les évolutions. Mais ça, en gros, ça existait quasiment, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a quasiment une dizaine d'années. Et depuis quelques années, il y a d'autres domaines qui s'y intéressent. Il y a par exemple les Azure Notebooks, qui permettent de faire grosso modo la même chose, principalement donc avec Python et R. Après, moi, c'est principalement on peut utiliser en data science, donc pour faire tourner des modèles de data science. Donc c'est pour des gens qui ont besoin d'écrire des explications, avoir 3 lignes de Python qui lancent un modèle et attendre 30 minutes un résultat. Mhm. Donc moi, je ne fais pas tellement Python et le R, je ne connais pas. Et par contre, je fais du C#. Et donc, et il se trouve qu'il y a justement les Polyglot Notebooks qui sont arrivés, qui d'abord s'appelaient .NET Interactive. Alors .NET Interactive, vous connaissez peut-être parce qu'il y a une commande REPL, REPL, qui permet d'écrire du C#. Et ben, ils se sont dit, bah tiens, en gros, on pourrait utiliser ce genre de technologie pour fonctionner dans des notebooks. Je vais montrer exactement comment ça fonctionne. Donc là, à l'écran, vous avez VS Code, vous avez quelques cellules. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup au Jupyter Notebook. Donc .NET Interactive, maintenant ça s'appelle Polyglot Notebook. Ça permet de faire du C#. Et donc en gros, on peut écrire aussi bien des opérations, ça j'en ai parlé. On peut afficher des listes, ça aussi j'en ai parlé. Mais surtout, on peut faire référence à des DLL. Et c'est là que ça change tout. Parce que pour vous donner une idée, parmi les logiciels que je vous ai montrés, il y en a un qui a été fait il y a plus de 10 ans en C#. Et à l'époque, évidemment, ils n'ont absolument pas pensé au Polyglot Notebook. Et il se Mhm. trouve que avec une ligne dans un notebook, on peut faire une référence à cette DLL et bam, on a accès à toutes les fonctions qui sont dedans. On peut commencer à faire des actions comme ouvre-moi un fichier, charge-moi les données, etc., etc. Et on arrive au moment de la démo qui va me permettre justement de montrer tout ça de façon concrète. Alors tout d'abord, donc je rappelle, c'est VS Code. C'est une extension qui s'appelle Polyglot Notebook. Il faut aussi installer .NET, genre .NET 6, par exemple, ou .NET 7. Euh, pour donner un exemple, je l'ai installé j'ai un ami qui a un Mac. Il m'a dit, je veux voir cette histoire de notebook. On a installé VS Code, on a installé .NET, et en 5 minutes, ça y est, on faisait du notebook pour de vrai. Donc VS Code simplifie grandement l'installation de tout avec les extensions. Et voilà grosso modo avec quoi on se retrouve avec un notebook. Donc je vais commencer par quelque chose de très simple pour montrer que ça marche. Je vais juste écrire 2 plus 2, hop, et bam, j'ai le Waouh, la résultat, c'est vache! 4. Non, je plaisante. Waouh, incroyable!
Donc ici, voilà, il y a marqué C# parce que c'est du C#. Je peux D'accord. écrire, par exemple, du JavaScript, je peux écrire C'est- du SQL, je peux écrire du PowerShell. D'ailleurs, j'en reparle tout à l'heure. Je t'ai dit ça parce que j'ai vu qu'il y a Michel qui est avec nous. Et je me suis réintéressé à PowerShell suite à sa conférence sur le sujet. C'est bien, c'est Donc bien. on peut aussi écrire du F#, mais sinon le truc qui est sympa, c'est de faire tout simplement, putain, d'ailleurs je le vois plus, du Markdown. Voilà, hop. Donc on peut écrire en Markdown, par exemple, avec un titre, hop, et ça permet Mhm. d'avoir du Markdown. Donc on retrouve ce côté documentation interactive dont on C'est parlait. chouette. Ouais. On peut aussi faire des références à des images qui sont dans un dossier local, et cetera, et cetera. Et donc, quand on veut faire du code, le documenter, c'est super pratique. Mais tu as Donc besoin dans d'avoir VS Code pour le ouais, revisualiser. Tu sais pas le à mettre ma sur un serveur connaissance, et. alors ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 formats. Là, je l'ai fait avec l'ancien format qui s'appelle IPYNB. Ouais. C'est en gros le format classique des notebooks et ça enregistre non seulement les cellules, mais aussi le résultat. Ah ouais. C'est-à-dire qu'après, on peut mettre ce fichier IPNB en ligne, le résultat reste exécuté dans les cellules, donc il est visible, et Ah oui, c'est surtout, ça. il y a pas mal de modules, généralement, qui permettent donc d'afficher, de transformer en HTML, et cetera. C'est Ouais. fait Donc pour tu tourner vois en la page ligne, en statique, quoi. Ouais, et c'est ça c'est assez bien. pratique parce que, pour vous donner une idée, il y a des espèces de code space en ligne. Vous donnez le lien d'un repository GitHub dans lequel il y a un notebook, et ben, il Mhm. va créer une espèce de, alors suivant les besoins, mais en gros, il peut aller jusqu'à créer une petite machine virtuelle pour faire s'exécuter le notebook et afficher les résultats. Et donc avoir une espèce de version live de cette documentation. Et c'est super parce que ça permet d'avoir tout un ensemble, tout un petit environnement. Bon, par contre, avec des dossiers, avec des fichiers et autres. Par contre, ça reste un peu bordélique, hein, c'est-à-dire que littéralement, si on s'est trompé dans un fichier, dans un lien ou d'autre chose, voilà, ça marche plus, quoi. Ouais, ouais. C'est aussi, c'est avant tout, ça s'adresse aux programmeurs Python. Et donc c'est pas forcément des gens qui ont, Ils sont qui ont le bordéliques à la bagage d'un base. développeur C#. C'est ça. C'est ça, hein. Et je dis ça aussi parce que c'est une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire que c'est un fichier dans lequel on peut avoir, plusieurs langages différents, d'ailleurs des langages qui communiquent. Là, par exemple, ce résultat, je peux le transférer à une cellule, JavaScript, une cellule Python. Ce qui fait qu'après, imaginez que j'ai, par exemple, je suis un programmeur qui apprend à faire, fonctionner un pipeline de quelque chose avec 3 langages différents, et ben, c'est pas grave, je peux avoir 3 cellules de 3 langages différents, chacune va faire son boulot. Mhm. Le SQL va aller chercher les données, le Python va appeler la bibliothèque de machine learning, le JavaScript va s'occuper de faire des traitements. C'est Et bien. tu sais récupérer le contenu d'une première zone, je vais dire, d'une première exécution pour la réutiliser dans une autre, dans la suivante? Ouais, donc là, en fait, le notebook est un front. Derrière, il y a quelque chose qui s'appelle des kernels, qui Ouais. sont en gros de ces noyaux d'exécution, qui utilisent les données. D'ailleurs, je crois que si je fais quelque chose comme Mhm. voilà. Bon, là, ça fonctionne pas, mais en gros, voilà. Ah si, voilà. Donc là, j'ai les différentes commandes et voilà, j'ai ma variable A avec le résultat 4 qui est affiché ici. Mmh. Et tu peux réutiliser ça dans la zone suivante, dans l'exemple suivant? Alors déjà, donc là, je écris qu'en C#, donc je peux tout à Ouais. fait écrire A, ça m'affiche, ça me garde le résultat. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah donc, oui, récupère. Et OK. par contre, sur le transfert entre les différents kernels, ça se fait avant tout sur les types de base, donc genre Ouais. les tableaux, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça c'est logique. Donc voilà. Donc pour continuer là, mon exemple, donc c'est un point intermédiaire. Donc ici, par exemple, une source de NuGet qui est au niveau local et je vais charger donc un NuGet qui est au niveau local, mais si par exemple, j'avais pas cette source, je pourrais tout à fait charger un NuGet en ligne. Mmh. D'ailleurs, quand vous allez sur nuget.org, il vous donne souvent par défaut cette ligne pour vous permettre justement de charger dynamiquement, un NuGet avec une version précise dans ces notebooks. Là, je vais faire une référence à des DLL qui sont au niveau local. Donc ça y est, bam, j'ai accès ces DLL qui ont été écrites, dont le travail a commencé il y a 10 ans. Là, justement, j'ai des NuGet en ligne avec donc svg.liquid, donc ils sont chargés. Après ça, j'ai des using,
donc c'est des usines comme on en a l'habitude. J'ai quelques autres notebooks qui me servent de librairie dans lequel j'ai marqué mes fonctions, donc je les fais s'exécuter. Et là, on arrive à la partie code. Je suis ici avec des programmeurs, donc j'ai détaillé un peu. Ici, on a donc le chargement d'un fichier région. Là, j'utilise la librairie NBT qui me permet donc de charger la région en question. Après, ce qui est très pratique, c'est qu'en notebook, on peut écrire en C# on peut le faire de façon générale, mais en notebook, c'est très pratique, des méthodes d'extension statique qui permettent d'enrichir le comportement des objets. Là, par exemple, DataNodeChunk, c'est un truc de la librairie. J'ai écrit des méthodes d'extension statique qui permettent, par exemple, d'étendre tout le modèle de données et qui permettent de supprimer les données dont j'ai pas besoin. Donc, j'ai fait ça en méthode d'extension statique. Je récupère un niveau, je fais quelques autres sélections, etc. Et là, donc, j'ai un objet chunkoid, qui est donc mon objet à moi. Et je peux, par exemple, afficher la grille des éléments qui sont contenus. Alors là, par exemple, Minecraft Bedrock, c'est donc ce qu'il y a tout en bas du monde de Minecraft. Ça s'appelle du Bedrock. Et donc, j'en ai 4076. Un peu plus, je dois en avoir 4096, tout compris. Et c'est le modèle de données. D'ailleurs, vous remarquerez que par défaut, il n'affiche pas tout. Mais c'est possible d'ailleurs de changer. On peut écrire d'ailleurs dans des cellules. On peut lui dire, par exemple, quand tu veux afficher une liste de strings, je veux que tu me les affiches de telle façon. Par exemple, tu m'affiches les 20 premières et le reste, tu ne mets rien. Ou on peut réécrire ça entièrement de façon custom. J'explique un peu plus loin comment faire ce genre de choses. Là, comme c'est une grille en 3D, je peux afficher une information précise. Comme par exemple, si je suis vraiment tout en bas du monde, coordonnées 0, j'ai bien du bedrock. Par contre, si je regarde plus haut, j'ai par exemple de l'andésite, qui est quelque chose donc d'un peu plus, qui est qu'un autre type de pierre. J'ai une question Oui, plus vas-y. générale. Ah non, j'ai dit avant, Denis. Je me Ah non, souviens vas-y. m'avoir entendu avant toi, d'ailleurs. Ouais, vas-y. Tu saurais me montrer ce que c'est le contenu d'un bloc? Enfin, Alors, numériquement, c'est quoi un bloc? chunkoid, je veux afficher chunkoid comme ça. Bah, il y a quoi Voilà ce dans qui un bloc, en m'affiche. fait? Concrètement, quand tu extrais Alors, la donnée? dans un bloc, tu as beaucoup d'informations. Tu as généralement les informations de la grille de base elle-même, c'est-à-dire en gros les blocs de matière. Mais tu as aussi ce qui s'appelle les entités, comme par exemple les animaux. Il y a des choses comme ça. Et tu as beaucoup d'informations aussi qui sont en quelque sorte cachées, parce qu'elles sont calculées une fois et après ça, elles sont gardées en cache tant qu'elles n'ont pas besoin d'être calculées, comme des informations liées à l'exposition à la lumière, etc., etc. Donc tu as énormément d'informations, c'est pour ça que c'est important de trier un peu. Et donc pour donner une idée, là j'ai d'autres fonctions qui me permettent de récupérer par exemple uniquement le dictionnaire. Donc là, pour ce bloc précis, j'ai 19 éléments qui sont donc contenus dans ce dictionnaire. Et d'ailleurs, il y a ici Diamond Ore, c'est donc ce qui correspond au diamant. Mais j'ai aussi de l'air, j'ai du bedrock, j'ai de la stone, j'ai du dirt, iron ore, du lapis, du gold, etc., etc. De l'air, Donc c'est ça, un bloc? ouais, l'air est un bloc lui-même. Putain, enfin, c'est fou. Moi, j'avais une question justement sur ça. Enfin, c'était ma question. Tout ce qu'on voit là, c'est documenté? Il y a quelque chose? Comment tu sais ça? Ou bien tu as commencé à, entre guillemets, c'est le Alors, cas de le dire, à j'ai creusé creuser? un peu, oui. Il n'y a pas de doc, il n'y a pas de... Il y en a un petit peu, les généralement à peu près à jour et enfin j'ai un peu non, mais c'est assez bien honnêtement, mais tout simplement parce qu'il y a énormément de mods qui ont été développés sur Minecraft en Java et Mhm. donc les gens ont documenté petit à petit. Après ce qui pour moi a été une grosse source de données, c'est un gars qui s'appelle The Cave Master, qui veut dire le maître des caves et en fait sa passion c'est les caves. Il adore les caves dans Minecraft, il ne fait que ça. Il fait des statistiques, il fait des graphiques, il fait des schémas et il y a quelques posts dans lesquels il écrit en détail certains comportements du format de données et c'est grâce à ces descriptions que j'ai pu faire ma propre exportation de données. Mais Et donc, il n'y a d'ailleurs, pas de il a ici documentation invisible. officielle, quoi. Si tu peux Ah, en trouver, mais par contre, documentation officielle, ça, je ne saurais pas dire. Ça, genre officiel, c'est-à-dire faite par ouais. Mojang Minecraft. Je rappelle que Mojang, le studio qui fait Minecraft, était racheté par Microsoft. Ouais. Moi, j'ai trouvé très peu de docs aussi sur le format. Et puis, il y avait aussi des notions de version aussi de Minecraft qui pouvaient avoir des formats différents. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver même des bibliothèques qui savaient lire les fichiers. Ouais. Tout Surtout, d'ailleurs ma surtout en Python. difficulté de départ.
Moi, je Ça pensais que m'intéresse tu de pouvais. savoir d'où viennent les 2 DLL que tu as utilisés, quoi. Ah bah, tout simplement, ça vient du fichier de NBT, de ce NBT modèle. Alors, Substrate, je crois que c'est un autre projet qui a donc été intégré dedans. Et donc, NBT modèle, c'est ce qui a été fait par NBT Explorer, un des 3 logiciels que j'ai montré au début. Donc, on est déjà à plusieurs couches, justement, d'évolution. Et donc, moi, je charge de ça, je rajoute les méthodes d'extension statique, j'ai accès aux données. Et pour montrer un peu ce qu'on peut faire, donc, je vais aussi montrer l'un des intérêts du notebook, c'est de pouvoir faire facilement des queries link. Donc, il y a LinkQuad qui existe, mais là, l'avantage, c'est qu'on peut assez bien voir comment compléter une requête. Par exemple, là, je vais faire un group by. Hop, je vais écrire, par exemple, puisque là, j'ai mes ID, j'ai fait un group by ID. Donc, j'exécute le résultat et j'ai tous mes résultats, Bedrock, Deep State, Display, Dirt, etc. Et ce que je peux faire, c'est que soit je complète là la fonction qui est ici, soit volontairement, je la garde, je copie-colle dans la cellule après, comme ça je garde le bon résultat sous mes yeux, et je continue. Et je vais faire par exemple un select. Là, je suis sur un groupe, je vais sélectionner le groupe.k, et je vais faire un objet anonyme. Tiens. Hop, je fais un new, je vais sélectionner groupe.k, et je vais aussi faire un g.count, et je vais mettre, allez, je suis obligé de le faire comme ça là. Voilà. Et là, par exemple, j'ai donc la version évoluée de ce que je montre au-dessus, c'est-à-dire donc une version sélectionnée, et je vais aller un cran plus loin, parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est des trier. Donc, je fais mon order by descending, on va dire. Et d'ailleurs, j'en profite pour montrer qu'il y a aussi de l'intelligence. Alors, l'intelligence n'est pas toujours rapide, bien que ça s'améliore, mais en gros, voilà, j'ai par exemple mon count, qui est bien la variable que j'ai définie ici. D'ailleurs, si je m'amuse à changer ici, il me repère tout de suite qu'il y a une erreur, et il me suggère alors d'utiliser le bon mot. Ouais. Leur moteur de data, il doit être assez puissant parce que tu dis qu'ils ont cherché à optimiser, mais il y a quand même beaucoup, je trouve, de strings en fait. Enfin, Bah, tout est donné. Non, mais les strings qu'on voit, c'est peut-être toi qui les as affichés. Elles font pas partie des données binaires. Non, elles sont dans toi le qui les dictionnaire. convertis. elles ont déjà été converties là, puisque je suis vraiment sur les données. De la Ah. DLL. Voilà, donc ça a Ouais, été ok. converti. Et puis elles sont dans Par le contre, dictionnaire, j'imagine. ouais, il y a le dictionnaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que j'appelle aujourd'hui la liste, la grille des palettes ID. Alors, grille des palettes ID, c'est vraiment, pour montrer à quoi ça ressemble, hop, je peux l'afficher ici. La grille de palette ID, c'est ça, c'est-à-dire vraiment, j'ai une grille 3D avec que les ID. Et donc, cette grille 3D, je fais un cast string pour le transformer, pour pas trop m'embêter, juste avoir ça donc, dans une forme d'énumérable. Et après ça, je peux faire mes opérations group by, etc. Et donc, lorsque je fais au final un order by descending, je vois donc j'ai 1896 stones, 768 bedrock, etc., etc. Et donc, ce qui nous intéresse, le diamant, il y a 2 diamants dans cette partie. C'est triste. Alors justement, et je vais montrer un peu plus les éléments, parce que le temps avance. Donc, je disais tout à l'heure qu'on peut faire aussi du HTML. Donc là, j'ai une table. On peut aller plus loin. C'est-à-dire que Tu vas mettre là, les par données exemple, dedans. si je veux afficher du HTML, je peux. Vous voyez, ça, c'est du HTML. Et je peux aussi demander de l'afficher en utilisant le mot-clé HTML. Et donc, il va m'afficher, etc. Alors ça, c'est quoi en réalité? Ça, c'est un template liquid dans lequel je mets mes données, qui me rend une string HTML, et je demande au notebook de me l'afficher. Et en gros, le notebook peut afficher de l'HTML, donc on peut lui faire afficher des images. Et donc, allons un cran plus loin, ça c'est un exemple tout simple que j'ai récupéré dans un JS Fiddle qui permet d'afficher un petit tableur, voilà, avec des tabulations. Et donc, si on va plus loin, je peux prendre mes informations et les afficher sous forme d'un tableur. Donc voilà comment en quelques heures, je fabrique une visualisation. Et d'ailleurs, j'ai même récupéré ici l'équivalent de ma requête link, ce qui me permet d'avoir mes données. Donc quand on cherche, paf, c'est ici qu'on trouve le diamant. Donc, et c'est là qu'on voit le pouvoir des notebooks, c'est pour fabriquer facilement des visualisations. Et à partir du moment où on connaît un peu d'HTML, de JavaScript, tout, et c'est tout à fait possible de récupérer un JS Fiddle, de le nourrir soit avec le kernel C# directement, soit d'écrire
soit une conversion, enfin, soit écrire des données sur le disque, soit faire une conversion en string, etc. Et donc, finalement, nourrir une petite visualisation graphique qui permet d'afficher des données. Mais si on va plus loin, enfin, tu vas peut-être passer par là. Là, tu vois qu'il y a, si je me rappelle bien, 2 diamants Ouais. dans ta région. Tu sais modifier le fichier pour rajouter du diamant et sauvegarder le résultat? Parce que c'est Alors ça qui serait cool. éventuellement, je pourrais faire ça. Je crois que, il y a ce qu'il faut dans les DLL, mais je ne me suis pas intéressé parce que mon but, c'était pas de modifier pour trouver, c'était pas de modifier, c'était plus de trouver le diamant. C'est pour Ouais, ça OK. dont je vais parler un peu. Donc là, je parlais du HTML display avec le JavaScript, mais aussi du SVG. Bah oui, parce que le SVG, c'est donc un format, ça ressemble à du XML, mais on peut l'écrire directement dans du HTML. Donc on peut lui demander dessine-moi un carré de couleur, et forcément, on peut mettre des carrés de couleurs les uns à côté des autres. Mmh. Et voilà, une tranche en 2D d'un monde de Minecraft. Et donc pour donner un peu quelques statistiques que j'ai déjà faites avec des Rocket Link, 70 de stone, il y a de la cave, du liquide, du métal, des gemmes, 0,21 et pour le diamant, on est à 0,02. C'est Ils cette sont partie qui est ouais, là. c'est ça. Mais ça encore, c'est une tranche où il y a du diamant, hein. Mais là encore, tant que je me rendais pas compte, est-ce que finalement ça fait beaucoup? Est-ce que ça fait peu? J'avais besoin d'autres façons de voir les choses, donc on arrive sur la data visualisation. Donc, là justement, il y a moyen donc d'avoir des rendus en ligne de commande. Là aussi, c'est assez pratique plutôt que de le faire avec, le bash, mais on peut le faire en notebook et demander de générer beaucoup plus facilement, différentes tailles, par exemple, de rendus. Puisque c'est beaucoup plus facile. On a, par exemple, une cellule qui sert à exécuter la ligne de commande et on a une autre cellule qui récupère le fichier et qui l'affiche. Ce qui fait que dans un Mmh. seul fichier, on a les 2. Et à l'époque d'ailleurs, j'avais fait ça avec des cellules assez simples. Mais maintenant que j'ai revu, PowerShell, bah, je préfère le faire avec du PowerShell parce que c'est beaucoup plus pratique et on a notamment, bah, avec PowerShell la possibilité d'avoir un petit système de variables et ma prochaine étape, ce serait de regarder comment faire communiquer, en gros, du C# et du PowerShell pour pouvoir, facilement, transférer des informations. Donc une étape de plus, le SVG, bah, on peut avoir une picture, on peut avoir aussi des chiffres et donc pour faire de la data visualisation, déjà, je peux récupérer une image vue du ciel avec un autre logiciel comme Unmind. Je peux rajouter dessus des chiffres et ça me permet de voir, par exemple, le niveau de la mer, le niveau de la terre en comparaison. Donc ça me permet, c'est une autre façon, d'avoir une vue sur ces données, Mmh. et en mettant des images bout à bout avec une couche supplémentaire et avec, par exemple, du pathfinding Asta, je peux faire ce genre de rendu. Ça me permet de voir, est-ce que je peux facilement trouver un trajet pour éviter l'eau, éviter les arbres, éviter les trous? Et là d'ailleurs justement je génère le GIF animé avec une ligne de commande, avec ImageMagick. Donc et c'est ça aussi qui est pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je génère, par exemple, du HTML ou du bitmap et ben, il y a moyen de bidouiller des systèmes qui font qu'on peut se dire: «Mais en fait mes bitmaps, tu vas pas seulement les garder en mémoire, tu vas les écrire sur le disque» et après ça, il y a une autre cellule dans lequel j'ai copié-collé une de mes commandes, ImageMagick. Puisque j'ai un gros fichier dans lequel j'ai marqué toutes mes commandes ImageMagick. Je copie-colle, j'ai ça dans une cellule interactive que je peux un peu modifier comme il faut, voir les résultats et tout et puis ça me permet de tester. Donc c'est vraiment un outil qui est très bien pour les gens qui sont touche à tout et bon sur cette partie, pour la partie diamant, donc j'ai 2 visualisations principales, la vision en 3D et la vision vue du dessus. La vision en 3D, il y a déjà une option qui permet d'afficher le diamant, donc ça marque juste des petits carrés de couleur à la surface, c'est pas très visible. Et la vision du ciel, je mettais juste un petit diamant. Mais là aussi, je trouvais ça pas très visible. Donc je me suis dit: «Bah, faut y aller franco». Donc je prends la vision vue du ciel et cette fois-ci, je mets les diamants en énorme. Donc voilà tous les diamants qu'il y a dans la région. Et pour moi, ça a été un choc parce que ça fait beaucoup plus de diamants, heu, que ce que je pensais. Moi, je joue à Ah ouais. Minecraft et j'ai jamais trouvé autant de diamants dans une surface aussi petite. Moi, Et je me tu suis parlais de demandé 0,02 tout à bah, l'heure, c'est là, ça, de il la y a plus que ça? matière. Donc, bah, non, mais en fait, il y a beaucoup de diamants. Alors je me suis demandé: «Mais pourquoi?» Parce que ça arrive souvent en data science et toute proportion gardée, là, je fais un peu de cette partie de la data science qu'on appelle l'exploration des données, qui consiste à observer les données, créer des visualisations et se poser des questions. Là, je me pose une grosse question: «Mais comment ça se fait que je vois pas tout ça?» En fait, généralement, les diamants, ils sont bloqués. Parfois, souvent, ils sont bloqués par de l'eau, particulièrement Ah quand ouais. on essaie de creuser depuis la surface. Donc ça représente 64 des diamants qui sont bloqués. Il y a aussi ceux qui sont bloqués par la lave. Alors la lave dans Minecraft, c'est dangereux, on tombe dedans, on meurt, donc faut éviter. 23. Il y a les caves. On avait vu qu'il y avait des caves. Dans les caves, il y a des monstres.
pareil, il faut les éviter, 46%. Et vous allez me dire: «Mais ça fait plus de 100%». 123. Voilà. Parce que ça fait même, 133. Ça oui, ça fait beaucoup, mais les problèmes se cumulent et donc en gros les diamants qui sont vraiment accessibles sans aucun des problèmes, c'est 17%. Et d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il ne faut pas calculer simplement en ligne droite, il faut aussi regarder les 4 murs parce que quand on creuse un puits, il y a 4 murs autour de soi et si on a regardé dans le puits, mais qu'on n'a pas vu que l'un des murs c'était de la lave, bah, forcément, ça va pas marcher. Donc en gros, j'arrive à 17%. Donc là je reprends la visualisation d'avant, je retire tous les diamants inaccessibles à cause de l'eau. Déjà, de façon normale, ça retire aussi tous les diamants qui sont au milieu de l'océan. Tous les diamants qui sont inaccessibles à cause de la lave, tous ceux inaccessibles à cause des monstres. Et là, on se retrouve sur un volume global de diamants, bah, qui est déjà beaucoup plus proche d'une partie ordinaire. Mhm. Mais je suppose qu'il y a aussi plein de diamants qui sont plus ou moins profondément ou vraiment bien cachés, et cetera, et cetera. Donc ça fait un total de 74 clusters, 239 diamants, 12% du total, donc on est sur 12% de 0,02%. Merde, on aurait dû faire au début de l'émission, quelqu'un qui joue en même temps pour savoir si en 1 heure on en trouve autant que toi. On pourrait après j'ai pas mis 1 heure à faire le logiciel, hein, donc ça m'a pris relativement «peu de temps» entre guillemets, je crois que c'est 15 à 20 heures, en tout, pour Au faire, niveau, le projet et la présentation PowerPoint. D'accord. Le plus long, c'était de comprendre le format, non? Ouais, Et le de format, naviguer ça a dedans? été un peu long et après ça a surtout été, en fait, c'est l'exploration et mes buts, enfin le but de ma présentation a changé au fur et à mesure que je découvrais les données. Ça aussi, ça arrive souvent, on commence à explorer des données, on s'aperçoit que soudain que ça fonctionne pas du tout comme on pensait et on se dit: «Ah, il va falloir l'expliquer». Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le marque dans le notebook lui-même. Bah, moi, j'ai préféré, exporter des images et faire une présentation PowerPoint. Mais entre mhm. guillemets, les intentions sont les mêmes. Donc maintenant, évidemment, je vais pouvoir devenir riche, hein, parce que je sais où creuser pour aller trouver, du diamant. Le diamant va pleuvoir. Donc et là, j'arrive à la conclusion. Donc en gros, comment trouver des diamants dans Minecraft en utilisant les Polyglot Notebook? C'est possible. J'étais très content de voir qu'on pouvait le faire en C#. J'ai rencontré quelques bugs dans Polyglot Notebook, donc je les ai fait remonter à chaque fois, sur le GitHub et donc je suis contributeur mineur, mais contributeur quand même, puisque je fais remonter des bugs et aussi maintenant je commence à corriger la documentation quand je m'aperçois qu'il y a des trucs qui sont, trop en retard. Mais en gros, les Polyglot Notebook, c'est un super outil. Alors là, dans cette présentation, je l'utilise pour trouver des diamants dans Minecraft. C'est pas quelque chose qu'on va faire dans la vie de tous les jours, particulièrement au travail. Mais en gros, dans un contexte de travail, je le recommande vraiment pour, heu, en gros, faire tout ce qui est les tests C#, tous les petits exercices, par exemple, tout ce qui est, calendrier, Advent of Code, tout ce qui est kata, tout ce qui est Mhm. et même j'ai eu l'occasion de l'utiliser en live durant des entretiens d'embauche, ça marche. En plus de ça, bah, dans les situations où on est un peu stressé comme un entretien d'embauche ou autre, heu et ben, on a toujours le résultat visible sous les yeux et on a besoin de beaucoup moins avoir de choses, à l'esprit. Parce que oui, OK, on a une liste d'entiers, quelque chose et cetera, mais dans le notebook, on peut facilement lui dire: «Affiche-moi, la première moitié de cette liste d'entiers» et cetera. Ce qui permet d'avoir toujours le résultat sous les yeux et comme je disais, il y a moyen d'avoir des visualisations, donc de créer des visualisations HTML ou des choses comme ça. Comparé à des vrais outils à des outils vraiment complets de data science comme sont les Jupyter Notebooks, il y a quand même beaucoup moins de librairies. Tout ce qui est, par exemple, les tableaux, avec les camemberts, les diagrammes, les choses comme ça, les tableaux interactifs, il y en a beaucoup moins. Il y en a même s'il y en a un tout petit peu. Il y a encore assez peu de documentation sur comment faire tout ça, mais en gros, ça évolue très bien, ça évolue très vite. Ça intègre déjà les dernières versions, de C#. Je sais que on m'a dit que c'était poussé chez Microsoft parce que c'est vraiment vu comme, une nouvelle façon de travailler et donc mais ça implique aussi de créer la nouvelle façon de travailler qui va avec, justement Mhm. pour éviter le bordel, pour mieux s'organiser et autres. Donc moi j'hésite pas à pousser, à soumettre des idées pour que ça aille dans le sens de ce que j'ai vu dans d'autres outils de data science et puis, bah, moi je vous recommande donc d'utiliser, le Polyglot Notebook pour toutes, vos petites démarches C# la prochaine fois que vous faites un exercice ou que vous voulez rapidement tester une librairie. Moi, je le fais à chaque fois que je vais tester un NuGet, je crée un nouveau fichier notebook
j'importe le NuGet en seulement une ligne et je commence à copier-coller les exemples ou les équivalents que je peux trouver sur Internet pour voir si ça marche bien comme je veux. Bon, du coup, là, tous ceux qui ont regardé l'émission, là, ils attendent maintenant ton plugin avec le radar pour jouer à Minecraft, pour Ah, détecter. Non, parce que tout le monde a regardé Il, pour ça. Alors, on vient d'avoir 1 million de vues, là, il va le juste parce vendre qu'on a maintenant. marqué le mot Minecraft, quoi. ça on me le dit, mais il y a déjà des outils qui existent en tant que mode dans Minecraft. Donc, et puis j'arrive à la fin, donc je remercie voilà, donc, DevApps de m'accueillir aujourd'hui. C'est la 6e fois que je donne cette conférence. Je remarque qu'elle marche assez bien, donc je vais continuer sur ce sujet des notebooks. On me pose aussi pas mal de questions sur comment j'ai fait certaines parties. Donc je pense que ça va appeler à d'autres meet-up, d'autres conférences où je vais expliquer comment utiliser le notebook en détail, créer des visualisations, avoir des cas d'usage tirés de la vie de tous les jours, de notre vie de tous les jours en tant que développeur. Et puis enfin, je vous remercie. Donc, j'ai mon adresse mail. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Je vous encourage à m'ajouter. Je publie régulièrement quand je participe à des conférences et j'ai publié de plus en plus des articles et des vidéos. Et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Super. Bon, on mettra de toute façon Merci, toutes ces infos monsieur. aussi dans les notes de l'émission et on renseignera tout ce qui est peut-être un site web ou tu as un blog avec des infos aussi qui J'ai sont pas vraiment de distribuées blog aujourd'hui. Je diffuse plutôt le lien de mon LinkedIn. sur Parce que LinkedIn. ça va Ok. être mon principal lien. On va passer par là alors. Super, c'était en tout cas très intéressant pour moi. Je ne sais Super pas s'il y a intéressant. des questions qui restent, Christophe, les autres dans l'assemblée. Non, je me disais, tu as fait des stats par des régions, mais tu as pu du coup aller plus loin dans tes statistiques du style, on peut voir sur les wikis de Minecraft, bah voilà, le diamant, ça va être entre telle couche et telle couche. Est-ce que tu arrives à recouper ça ou tu n'as pas cherché à ce niveau-là de tes statistiques et ce que disaient les wikis de Minecraft? Ah, ça, j'ai pas essayé, mais c'est vrai que je pourrais le faire, d'autant plus que j'avais voulu avoir une approche un peu fonctionnelle, c'est-à-dire que j'avais un pipeline qui me charge les informations directement depuis le fichier. Et par exemple, pour trouver si je peux creuser depuis la surface, je faisais des projections à partir des positions des diamants, traçant des croix, en cumulant les croix, etc., etc. Donc il y a vraiment moyen d'aller assez loin, d'autant plus que l'aspect visuel, et là je parle vraiment de la base, vraiment juste au niveau des requêtes link, ça aide de façon fantastique. C'est-à-dire qu'on peut écrire une requête link lui disant, bah, à partir de mes données, affiche-moi les coordonnées Z ou affiche-moi la médiane des coordonnées Z, etc., etc. Ah ouais, on combine Donc pour vraiment avoir le la tout profondeur. et tu as un C'est résultat visuel aussi qui s'affiche dans le notebook, donc ouais. ça c'est vachement Et cool. c'est vrai qu'après, quand tu as besoin de créer une visualisation, bah, je veux dire, quand tu connais un peu de HTML, c'est super pratique. Parce que tu as littéralement une fonction Mhm. qui fait 10 lignes, qui va voilà, tu as ta string interpolée dans laquelle tu as des informations HTML. Si tu veux aller plus loin, tu utilises un truc comme .liquid, donc un petit moteur de template qui te Mhm. permet donc voilà, de virer tes boucles et autres. Et puis ça tourne. Et le Alors, résultat du notebook, c'est un fichier, je suppose, si j'ai bien compris. Tu peux le mettre dans un GitHub ou dans un Git et ouais. le versionner aussi de la même manière que n'importe quel autre fichier, je suppose. D'ailleurs, justement, je parlais du format IPYNB qui Mhm. affiche les cellules et le résultat des cellules. Là, pour le coup, on est sur du bordélique, c'est du JSON. Donc, à versionner, c'est la galère. Ah Par ouais, contre, ouais, le ouais. nouveau format créé par les créateurs de Polyglot Notebook, c'est le format DIB. C'est beaucoup plus simple. C'est simple, c'est un format texte, ligne par ligne. Et il y a par exemple juste une ligne de commentaire qui indique dans quel langage est la cellule, et il y a le code en dessous. Et Ah par ouais, contre, il bah ouais. n'enregistre pas le résultat de la cellule. Ouais, c'est Donc là, ça. on est Ok. sur quelque chose qui peut être versionné de façon beaucoup plus pratique. Mhm. Et disons qu'on arrive petit à petit à une espèce d'évolution où des gens qui sont des programmeurs C# qui bossent chez Microsoft reprennent un outil qui est très populaire dans le monde du Python et disent, bah voilà, on reprend les bonnes idées, il y a ça qu'on va mieux faire, etc., etc. Ok, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, super. On arrive tout doucement ainsi au bout de l'épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit c'est le moment où vous pouvez de toute façon, évidemment, pour ceux qui voient l'épisode en replay, les poser dans les notes de l'émission et on retransmettra évidemment, comme on le fait à chaque fois avec tous les orateurs aussi. J'entendais un petit bruit, il y a quelqu'un qui avait une question? Non? Non, non, mais c'est vrai Non? que j'avais jamais pensé à utiliser des notebooks pour tester des packages NuGet. C'est vrai que c'est quand Ouais, même bien pratique, quoi. Ouais. ben, moi non plus, et je pense que je vais m'y mettre. Je vais regarder ça tout à l'heure. D'ailleurs, Euh, pour montrer oui. un exemple, parce que c'est vraiment poussé justement.
Si je vais sur nuget.org, je vais prendre allez hop, tiens, un package, un NuGet que j'ai créé récemment, qui s'appelle Copy Directory. Et j'espère que tu as suivi les règles. Je rigole, j'ai regardé la C'est semaine délicat. dernière pour justement je remettais à jour un Nugget. Je dis, ah oui, c'est vrai. Ah non, mais il faut que je le fasse, moi. Je l'ai fait, J'ai du la coup, j'ai flemme. regardé la vidéo à nouveau. Ah ouais, Et le script interactif. truc de base, c'est-à-dire que voilà, j'ai chargé la page, je suis même pas On s'est connecté engueulé, et tout. Christophe. Hein. Départ de base, c'est script et interactive. Bah oui, Et c'est donc ça. je fais, hop, je clique ici Et tu le pour colles de faire l'autre un côté. copie. Et si j'ouvre Ouais. si j'ouvre une nouvelle cellule, En fait, Ah. c'est marrant, on pense jamais à cliquer le truc, c'est devant nos yeux, mais on le voit pas. et, Ouais. ouais. Et Ouais, là, c'est vrai. en quelques secondes, ah oui, les temps sont aléatoires. Parfois, il peut mettre plus de temps. Voilà. Il m'a pris un peu de temps, mais ça y est. Et maintenant, je peux commencer à faire un using, copy directory, etc., etc. Mhm. Mais c'est génial en fait. Voilà, donc la c'est prochaine fois cool. que vous testez un NuGet, faites-le comme ça. Ouais. Eh ben, très bien. C'est génial. Juste Il y pour a une question terminer. dans le chat. Il y a une question dans le chat? Question dans le chat. Dis-nous la question, j'ai pas vu. Est-ce que c'est parce que est-ce tu es que un tu es joueur actif que t'as cherché ça? Alors, Est-ce que j'ai tu es un beaucoup joué joueur à actif? Minecraft. J'ai fait une centaine de parties en mode hardcore notamment. Donc à chaque fois que tu meurs, tu recommences tout depuis zéro. Donc oui, ça forge le caractère. Et donc, Mon je pauvre pense que gars. oui, c'est justement pour éviter d'avoir des problèmes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je joue un peu moins. Et en gros, j'essaie de reprendre ce que j'ai appris d'utile dans le milieu du jeu, particulièrement sur tous les jeux en rapport avec la programmation, pour en gros mieux travailler en tant que programmeur. Et je trouve que tout ce qui est dans le domaine des représentations visuelles, bah, il y a énormément de choses à apporter. Ouais. Ok, eh ben, très bien. Je pense qu'on peut encore en parler très longtemps, je pense, de ce genre de sujet, parce que c'est vraiment intéressant. Bah, le Faudra prochain peut-être meet-up, on le fait compléter. sur Minecraft, hein, quelqu'un qui partage un monde. Voilà. Et qui fait des recherches de diamants à la main. Bah, ça serait Essaie d'en marrant en trouver un. fait. Mais ça serait marrant. Sinon, sur Twitch, tu as ça déjà, je pense, à mon avis. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Non, Christophe, il a ouvert un OnlyFans, tu comprends. Hein. C'est pas pareil. Donc, juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, ben, venez nous soutenir, hein, je le dis à chaque fois, sur tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'on fait la dernière fois. R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois et Michael Fiorito. Merci à vous. Et n'oubliez pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube, ça nous fait plaisir, ça nous permet de remonter aussi, comme on le dit, dans les statistiques. Et un grand merci à tous et à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Salut.